De ce festival donc mode d'emploi organisé par la Villa Gilet, que je remercie d'ores et déjà d'avoir organisé ce débat autour de la pensée du Caire, puisque c'est une pensée dont on parle peu, pas assez sans doute, et nous avons aujourd'hui deux des meilleurs spécialistes pour en parler, donc John Tronto, qui est une professeure alors il faut que je regarde exactement, je vais le dire philosophe, mais c'est tout comme, puisque votre travail a vraiment une dimension philosophique importante. Donc professeur de théorie politique au Hunter College de l'Université de New York, ça c'était avant et maintenant, vous êtes à l'Université de Minnesota. Et Fabienne Brugère, donc philosophe également à l'Université de Bordeaux. On vous doit un ouvrage intitulé L'éthique du Caire, au PUF, puis également Le sexe de la sollicitude, au Seuil. John Tronto, vous êtes une des spécialistes, j'allais dire mondiales du Caire, un ouvrage qui vous a fait connaître, et celui-ci, Un monde vulnérable pour une politique du Caire, qu'on trouve en France aux éditions de La Découverte. Je vous signale ces ouvrages dès maintenant, puisqu'ils seront en vente ensuite, et vous y retrouverez tous les propos qui seront tenus aujourd'hui, en grande partie en tout cas. La pensée du Caire est une pensée qui est difficile, et ça, on va le voir, on a 1h30 pour en parler, parce qu'elle fait appel à des concepts qui paraissent très intuitifs. Le care, alors c'est difficile de le traduire en français, on le traduit souvent par le soin, l'attention portée à quelqu'un, à un corps ou pas d'ailleurs. C'est souvent des notions, des valeurs qui sont engagées dans la vie quotidienne, la vie privée, que ce soit le cadre familial, social, amical. Et tout l'enjeu de la pensée du Caire et sa difficulté, c'est d'arriver à partir de ces situations, disons, intuitives et d'en proposer une pensée conceptuelle qui a des enjeux, disons, publics et politiques. Et donc la question est de savoir comment, à partir de situations qui sont parfois de l'ordre de l'intime, on peut proposer une pensée qui, elle, aurait une dimension politique. C'est ce qu'on va essayer de déplier pendant l'heure qui suit. Peut-être on peut partir de cet écart-là, John Tronto, entre l'expérience que l'on peut faire du Caire et la pensée du Caire qui semble complexifier les choses d'un premier abord en tout cas, avant peut-être de les simplifier ensuite. Mais est-ce que la pensée du Caire est fidèle à l'expérience que l'on peut en faire ? Yes and no. Oui et non. Je voudrais commencer en vous disant que je suis ravie d'être ici. Je vous remercie de votre invitation et je suis ravie de parler devant un public à propos d'idées qui, aux États-Unis, pourraient être considérées comme des idées universitaires et des idées pas très sérieuses à cela. Donc le CARE concerne l'expérience personnelle que nous avons tous eue des soins ou du CARE, mais c'est également autre chose. En 90, j'ai écrit un essai avec ma collègue Bérénice Fischer dans lequel nous avons défini le soin ou le care comme suivant. C'est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Les philosophes détestent cette définition. Ils me disent, est-ce que cela veut dire que si je fais le lit de mon enfant, c'est du care? Oui. Si je suis infirmière à l'hôpital, est-ce que c'est prodiguer du care? Oui, mais même si vous êtes payé, ça continue à être le soin, le care. Et on commence en identifiant les différents aspects. Il y a au moins 4 phases. Le fait de se soucier de quelqu'un, on appelle ça caring about. Il y a un problème qu'on doit résoudre. Deuxièmement, prendre soin de quelqu'un. Quelqu'un doit prendre la responsabilité. On voit qu'il y a des sans-abri dans les rues, mais si tout le monde dit tout simplement c'est dommage, cela ne suffit pas. Quelqu'un doit prendre la responsabilité. Troisièmement, il y a le travail de soigner. Quelqu'un doit faire ce travail et cela nécessite que l'on prodigue des soins. Et puis quatrièmement, nous devons être l'objet du soin, répondre aux soins. Donc, care receiving, la quatrième étape, implique que tout le monde doit comprendre le soin pour pouvoir continuer à prodiguer les soins. Mais in fine, care
reste toujours défaillant. En fait, in fine, tout le monde meurt, même si on espère que nous allons tous être de bons êtres humains, on déçoit toujours nos parents et il reste toujours des imperfections dans le care. Mais il y a également beaucoup de joie. On connaît cette joie et la joie que cela peut prodiguer, mais nous comprenons également les difficultés associées avec le care, les soins. En général, le care a été poussé vers le côté de la société moderne, dans quasiment toutes les sociétés modernes. C'est trop basique pour être fait par les personnes importantes dans la société. La plupart des travaux de ce type sont faits par les femmes, les esclaves, les intouchables, les classes les plus faibles. Mais toutes les sociétés comprennent des êtres humains qui tous les jours ont besoin de soins. Nous sommes également des dispensateurs de soins, mais également des personnes qui reçoivent du soin. Nous sommes des objets de soins. Lorsque nous nous habillons pour aller au travail, nous le faisons, mais quand nous ne le pouvons pas, nous restons chez nous. Et l'autonomie devient un accomplissement plutôt que le point de départ en ce qui concerne la vie politique et sociale. Lorsque nous mettons le care au centre de la vie humaine, tout le reste change autour. Et peut-être que je devrais m'arrêter ici pour l'instant. Pardon, j'allais répondre en anglais. Bien que je ne sais pas si la question que je vous posais a obtenu une réponse tout de suite, mais justement, on y reviendra du coup. Fabienne Brugère, à partir... Alors, peut-être, comme... Vous, toutes les deux, travaillez sur le care d'une perspective qui est souvent similaire. Peut-être on peut partir de la difficulté qu'il y a en français à réfléchir sur le care, puisque le terme de care, et la preuve, on emploie le terme anglais, est intraduisible. Alors, comment faire pour travailler en français sur ce thème qui est déjà assez compliqué? Est-ce qu'on emploie des périphrases pour essayer de décrire ces différentes situations? Comment est-ce qu'on fonctionne? Alors, je crois que sur cette question-là, il faut renvoyer à un certain nombre de concepts, effectivement, et un certain nombre de termes pour poser la manière dont en France, on peut recevoir justement l'éthique et la politique du care. Je repartirai du terme de soin. Le soin en français a deux acceptions. Il a tout d'abord un sens vraiment curatif, qui a à voir avec le diagnostic, la décision du médecin et puis la possibilité de guérir. Et ça, c'est bien évidemment un sens qui est très ancré dans ce mot, tout simplement aussi parce que la figure du médecin, elle est vraiment décisive en ce qu'elle engage pour beaucoup de gens du côté de la responsabilité et du côté de la décision par rapport à la possibilité de retrouver la santé. Et puis il y a un second sens du mot soin, et ce second sens du mot soin, il s'est beaucoup développé à partir des maladies chroniques, à partir des maladies de longue durée, et là on peut aller du sida au cancer jusqu'à Alzheimer, c'est-à-dire des maladies très différentes. Et c'est une définition beaucoup plus relationnelle et corporelle du soin, répétitive aussi, et qui n'engage pas précisément la possibilité de la guérison. Et c'est aussi, ça renvoie à un ensemble de pratiques de soins qui ne sont précisément pas accomplies par les médecins, mais par tout un autre type de personnel soignant qui sont en quelque sorte des accompagnateurs de la maladie. Donc ça, c'est le terme de soin en tant que tel. Bien évidemment, le terme de care va plus loin que ce sens français du soin, même si, j'insiste là-dessus, dans la dimension relationnelle du soin, il y a bien sûr beaucoup plus que la simple question du rapport à la santé et à la maladie, forcément. Il y a tout l'enjeu de la relation. Et quand on commence à parler, bien sûr, de la relation, on va un petit peu plus loin dans ce questionnement sur le soin. Je crois qu'il y a un terme en français qui peut rendre à peu près ce qu'est le care, mais on ne peut pas l'employer tout le temps, c'est la notion de prendre soin. Parce que quand on dit prendre soin en français,
on dit beaucoup plus justement que le sens médical du care, et surtout on décrit une activité, et on décrit une activité qui est à la fois du côté d'un certain nombre de pratiques qui peuvent être très corporelles, mais on décrit aussi des dispositions. On décrit aussi le fait de se préoccuper d'eux et le fait de se soucier d'eux. Et de ce côté, on rejoint finalement aussi ce que les Allemands ont appelé le Sorge, c'est-à-dire la problématique précisément du souci. Et quand on est du côté de cette problématique du souci, eh bien, on développe forcément d'autres concepts. Et en particulier, je crois que ce qui se joue aujourd'hui dans la réception française du care, c'est tout un rapport à la notion de vulnérabilité. Bien évidemment, il ne s'agit pas, quand en tant que Français, on s'intéresse aux éthiques du care par rapport à cette notion de vulnérabilité, il ne s'agit pas d'avoir une compréhension essentialiste de la vulnérabilité. Il ne s'agit pas de dire, bien évidemment, par nature, les humains sont vulnérables. Ce n'est pas ça la question. Ce qu'il s'agit plutôt de poser, c'est en quelque sorte la nécessité dans nos sociétés d'une définition de l'humain, et d'une définition de l'humain qui fait qu'on arriverait à sortir finalement des grilles de compréhension philosophiques qui ont toujours été celles qu'on a accolées à la définition de l'humain du côté d'une philosophie sociale, politique ou morale. Il y a quand même eu deux grandes manières de problématiser l'humain à partir de la notion d'autonomie morale, et donc l'idée que l'humain peut vraiment se projeter dans une rationalité morale et qu'en ce sens, il acquiert là une forme d'indépendance. Et puis, de l'autre côté, ça a été évoqué bien sûr tout à l'heure par Wendy Brown et puis dans toute du coup la discussion sur la démocratie. Dans le débat précédent, oui. Dans le débat précédent, la manière dont on appréhende l'humain du côté de l'individu performant et du côté de celui qui est capable de produire et de fournir un capital humain. Bien évidemment, l'éthique du care est très différente d'une définition néolibérale du care. C'est-à-dire, ce n'est pas précisément le fait de considérer l'être humain comme devant déployer un capital humain, comme devant en quelque sorte se produire lui-même comme individu performant. Ce qui est au cœur de l'éthique du care, c'est une reconnaissance de la vulnérabilité. Mais une reconnaissance de la vulnérabilité à condition, c'est ce que disait John, d'être du côté de la question des pratiques, du côté de la question de la référence à un contexte et donc des situations de vulnérabilité. Quelles sont les situations de vulnérabilité ? Voilà une question qui est posée par les problématiques justement relevant du care. Les situations de vulnérabilité, c'est tout autant des situations de vulnérabilité vitale, la maladie, la possibilité de la mort, des situations de certaines situations de handicap, etc. Mais c'est tout autant aussi la question de la vulnérabilité sociale, la précarité, l'exclusion, le chômage, et puis c'est tout autant aussi la question de la vulnérabilité environnementale, les catastrophes, et on a encore quelques exemples très récents dernièrement au Japon. Donc l'avantage de la notion de vulnérabilité, c'est qu'elle permet de penser des situations de fragilité qui sont toutes en fait différentes les unes des autres, mais qui, dans le monde tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, se conjuguent souvent les unes aux autres. Et dans cette perspective, eh bien, le care est une manière de penser, disons, un accompagnement, un soutien, une protection pour les êtres les plus vulnérables. Ce qui peut avoir un sens uniquement relationnel, mais ce qui peut aussi avoir un sens politique. Alors ça, on va le voir justement peut-être dans un second temps, puisque dans ce que vous venez de dire, Fabienne Brugère, vous avez dit que le but, l'intérêt de la question du care n'était pas d'essayer d'essentialiser l'homme dans ce qu'il a de plus vulnérable, c'est-à-dire de dire que l'homme
est vulnérable. Et donc à partir de là, on peut essayer de penser un projet de société qui vienne en aide, qui permette de remédier à cette vulnérabilité, mais qu'il fallait surtout faire attention justement à la diversité des situations de la précarité, de vulnérabilité qu'il y avait en œuvre. Est-ce que ça veut dire que la pensée du CARE, John Tronto, est une pensée, disons, critique, et comme une arme, une manière de critiquer un certain état de fait, en partant non pas d'une idée abstraite de justice, de morale, de politique, d'une norme, de ce que devrait être l'homme, mais en partant de l'expérience, aussi diverse, riche et parfois contradictoire soit-elle, de cette précarité, pour s'en resservir ensuite comme d'un outil conceptuel pour mieux critiquer les théories en vigueur, comme celle du néolibéralisme que vous évoquiez, Fabienne Brugère. So, je réalise maintenant, et cela m'a pris beaucoup de temps, que le CARE est un concept. Et ce concept doit être placé au centre d'une théorie. Chaque société a une façon d'organiser et de parler du CARE. Dans une société où il y a des esclaves, CARE veut dire que les esclaves doivent être maintenus en vie, mais les esclaves doivent faire tout ce que les maîtres veulent. Mais ce n'est pas ce CARE-là que je veux promouvoir. Lorsqu'on parle du CARE dans une société démocratique, il faut réfléchir à ce de quoi il s'agit lorsqu'on parle de CARE démocratique. Je n'aime pas dire que nous devons prendre soin des personnes vulnérables pour deux raisons. Premièrement, parce que cela fait l'hypothèse que nous ne sommes pas vulnérables, et ce n'est pas vrai. Nous sommes tous vulnérables, mais pas de la même façon et pas tous en même temps. Mais chacun de nous, pendant notre vie, sera à un moment ou un autre vulnérable. Et puis c'est aussi une mauvaise idée de dire qu'on va prendre soin des vulnérables, parce qu'on entend par cela que les vulnérables sont déjà en danger et ont déjà besoin de notre aide. C'est vrai, mais ils doivent aussi être engagés dans le processus politique dans lequel nous définissons comment nous allons pouvoir subvenir à leurs besoins. Un exemple qu'Iris Young utilisait est l'exemple de l'organisation des maisons de retraite. Aux États-Unis, et j'imagine que c'est pareil ici, vous rentrez, il y a la réception avec les infirmières et puis un long couloir avec une suite de chambres. Et c'est très pratique pour les infirmières et pour les équipes que l'espace soit arrangé de cette façon, parce qu'ils savent qu'ils vont faire le long du couloir et faire tout ce qui est nécessaire. Mais pour les personnes qui y vivent, c'est vraiment désastreux. Personne ne veut vivre en ligne de cette manière. Les quartiers qui sont construits de cette façon ne sont pas des quartiers qui réussissent à créer de la vie comme les quartiers qui sont créés en cercle ou d'une autre manière. Et lorsqu'on commence à penser à des personnes les et nous, comme prodigateurs de soins, on va ignorer les façons intéressantes de réfléchir qui peuvent devenir des personnes que nous considérons comme vulnérables. Une des clés de la démocratie, c'est le fait d'engager les vulnérables dans les processus de décision des soins. À qui on va aider et comment? Est-ce que cela aide? C'est que c'est un concept qui ne peut pas se passer d'une théorie, en l'occurrence du cadre démocratique dans lequel il doit se déployer. Mais est-ce que, pour autant, comment fait-on pour ne pas rester dans le domaine de l'abstraction, puisque vous l'avez bien dit en prenant un exemple, bon, il y a un exemple, un problème particulier, il y en a une infinité. Y compris dans un cadre démocratique où il y a une certaine, comme dans tous les régimes d'ailleurs, une certaine, disons, normativité politique. Comment fait-on pour être attentif à cette diversité de situations et proposer une pensée qui s'applique à toute situation? Vous voyez, à partir du moment où on part de l'expérience de la vulnérabilité, est-ce qu'on n'est pas prisonnier de cette pluralité, de cette diversité? Est-ce que du coup, le concept de CARE n'est pas un concept qui deviendrait fourre-tout, où on pourrait tout y mettre, pour un concept commode pour essayer de divulguer une pensée qui est
évidemment serait à fin sociale, qui viendrait en aide aux plus précaires. Mais en quoi est-ce que le concept du care serait une valeur ajoutée? Vous voyez ce que je veux dire? Pour essayer de penser cette pluralité de situations. No, it's not an added value, it's the central value. Ce n'est pas une valeur ajoutée, c'est une valeur centrale. Bien sûr, chacun aura sa notion du care, comment prendre soin. Et dans une démocratie, la discussion doit tourner autour de ça. Si le care était au centre de notre réflexion, on penserait autrement à d'autres questions du style de la temporalité. Par exemple, on a l'école, par exemple, de 8 heures du matin à 15 heures de l'après-midi, alors que au bureau, c'est de 9 heures à 17 heures. Et bien sûr, le trajet entre le domicile et l'école. Et cela veut dire que les enfants sortent de l'école à 15 heures et il y a quelques heures où ils sont livrés à eux-mêmes, souvent. Et donc, les gens sont au travail. Très souvent, les deux parents travaillent. Cela veut dire que beaucoup d'enfants restent sans surveillance quelques heures dans l'après-midi. Alors que si on s'organisait autour de la notion de care, comment organiser la journée du travail, la journée de l'école? C'est une question très pratique et très simple, mais ça pourrait radicalement transformer notre organisation du temps de travail, du temps de l'école, etc. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce que j'entends par mettre le care au centre de nos préoccupations et refaire nos organisations sociales autour. Alors, ce qui va à l'encontre de cela, c'est qu'on demande de plus en plus d'activités économiques. Et donc, le care est en quelque sorte l'antidote, si vous voulez, de cette perspective néolibérale que tout doit être organisé afin de faciliter, de promouvoir le marché, l'efficacité et rentable. Et la production de richesse, et contribuer à la production de richesse. Qu'on peut mettre en pratique ou qui est à fin, ou c'est un modèle à suivre pour essayer de changer les choses, ou est-ce que c'est vraiment, il y a une portée réaliste justement? Bon, ce n'est pas un modèle. Je ne cherche pas à créer un modèle et d'ailleurs les modèles ne m'intéressent pas parce que c'est restreindre les idées, la pensée, c'est les limiter. Par contre, il faut que nos valeurs changent et que les institutions doivent suivre, mais en même temps, les institutions doivent mener ce changement aussi. Ce qui est difficile, c'est comment lancer le mouvement. Et la réponse, c'est faire tout ce qui veut à tous les niveaux, au niveau de l'individu, dans la famille, autour de la table et au niveau des institutions aussi. Mais si on ne change pas notre attitude vis-à-vis du care en le marginalisant, tant que le care est marginalisé, on n'arrivera pas à ça. Parce qu'en fait, le care, c'est la vie. Sur cette question justement de un projet politique et une expérience au quotidien, comment est-ce que le concept du care peut relier les deux? Déjà, pour moi, l'expérience brute, c'est quelque chose qui n'existe pas. De toute façon, une expérience, elle est toujours prise dans un discours, elle est toujours prise dans un certain nombre de normes, elle est toujours prise dans un certain nombre de règles. Donc, c'est toujours très, très difficile de vraiment séparer l'expérience de tout ce qui fait l'expérience. Donc, les lois, les règles, les normes, de toute façon, ce sont des choses entremêlées. Ce que je dirais après, en ce qui concerne le care et ce qu'il pourrait apporter dans les vies ordinaires, dans l'expérience que les gens font de leur vie au quotidien, je dirais que ça repose, me semble-t-il, sur 3 transformations qu'il faudrait pouvoir accomplir. Et donc, ça pose le rapport entre le care et la possibilité d'une théorie critique. Et il me semble qu'il y a 3 directions.
et que ces 3 directions, je vais y revenir, elles s'enracinent tout d'abord dans un diagnostic du présent. Je pense que le CARE est totalement, le retour de cette réflexion sur le concept de CARE est totalement indissociable de notre présent. C'est-à-dire du fait que nous vivons dans une époque néolibérale où précisément c'est une certaine figure de l'individu, je dis bien une certaine figure de l'individu qui a pris le pas sur d'autres figures de l'individu. Et donc ce diagnostic du présent fait qu'il faudrait finalement un certain nombre de politiques publiques, il faudrait un certain nombre d'engagements des États pour aller à l'encontre précisément de ce qui se passe en termes de néolibéralisme, de financiarisation du monde, avec tout ce que ça porte également en matière de mondialisation. Et donc là-dessus, il faudrait pouvoir changer, il faudrait une nouvelle politique de l'individu. C'est-à-dire plutôt que d'être du côté d'un individualisme qui projette toujours sur les individus la fiction de la performance, il faudrait précisément penser une autre réalité, c'est-à-dire tout ce qui fait le tissu des relations, faire finalement un diagnostic des relations et voir comment on peut favoriser des relations qui sont du côté de l'entraide, du côté de la responsabilité collective, du côté aussi justement de l'accompagnement, du soutien, des politiques sociales. Donc ça, c'est la première chose. Comment pourrait-on finalement concevoir autrement l'individu et surtout mettre en avant d'autres formes de relations que celles que nous avons l'habitude de considérer. La deuxième chose, c'est que je crois que la réflexion actuelle sur le CARE ne se comprend pas, en tout cas en France, mais je pense que c'est sûrement le cas aussi aux États-Unis, sans avoir en tête la crise de l'État-providence. Et donc, sans avoir en tête qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est constitué un système qui était un système qui reposait, un système de protection sociale, qui reposait à la fois sur le fait que globalement tout le monde avait du travail, et qui reposait aussi sur le fait que le chef de famille, c'était l'homme. Je vous rappelle que jusqu'aux années 1960, en France, les femmes ont besoin d'une autorisation de leur mari pour travailler. C'est quand même finalement assez récent. Donc, en fait, on avait un système d'État-providence qui, certes, proposait de la protection, mais qui reposait à la fois sur le fait qu'on était dans une société du travail et qu'il y avait une certaine constitution de la famille, un certain modèle de la famille. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, tout cela a explosé, que tout le monde, en tout cas dans un certain nombre de pays, des tas de gens se retrouvent précisément son travail, que la notion de famille, elle s'est elle-même énormément pluralisée, et que donc on ne peut plus tout à fait penser la question sociale et la possibilité d'un État social comme on a pu la penser avec l'État-providence. Et je crois que de ce point de vue-là, l'avantage du CARE, c'est qu'il permet peut-être de considérer une nouvelle construction de l'État social, une nouvelle construction de l'État social qui tienne beaucoup plus compte de la place à venir des femmes et donc précisément d'une nécessité du partage de tout ce qui peut relever d'un prendre soin, parce que dans l'histoire, le prendre soin a quand même largement été porté par les femmes, comme John Tronto l'a montré aussi par les travailleurs pauvres, par les migrants, donc par toutes les populations dites vulnérabilisées. Et puis, il faut le reconsidérer. Il faut précisément penser un partage du soin, un partage de la protection, ce qui veut dire aussi reconsidérer en fait la manière dont s'accroissent aujourd'hui les inégalités et le partage entre ceux qui finalement sont au centre du pouvoir et puis ceux qui sont à la périphérie du pouvoir. On a quand même un système qui fait qu'on accroît le pouvoir de ceux qui sont au centre et qu'on n'arrête pas, en quelque sorte, de laisser du côté de l'invisibilité tous ceux qui ne sont pas au centre des dispositifs. Donc, l'idée du CARE, c'est précisément de reconsidérer un certain nombre, on disait tout à l'heure, de partages binaires
est précisément de sortir de ces partages binaires pour penser justement une société qui redonne sa chance à ceux qui ne sont pas tout à fait dans les cadres. Le problème étant que si la pensée du CARE essaye de revaloriser le rôle de la femme dans la société, qu'on réduise la femme à ses fonctions justement d'apport de soins, de prise d'attention à autrui, ce qui est quand même un problème. La pensée du CARE ne peut pas justement... L'idée étant de revaloriser le rôle de la femme ou de parvenir à une forme d'égalité entre les hommes et les femmes sans réduire la femme à ce rôle-là. C'est au contraire de répartir le rôle joué par les personnes dans les situations de soins entre les hommes et les femmes de manière égale. L'idée, c'est précisément de dire, arrêtons de considérer effectivement que les tâches de care sont une affaire typiquement féminine. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas pour un certain nombre de dispositions qu'on accole aujourd'hui à la féminité. Par exemple, si on prend cette question des sentiments, et ça, John Tronto l'a rappelé dans son livre Un monde vulnérable, au XVIIIe siècle, dans la philosophie écossaise, chez des philosophes comme Hume ou Adam Smith, la notion de sentiment, c'est pas forcément quelque chose de féminin. C'est pas une sensibilité forcément féminine. Or, après un certain nombre de textes, y compris d'ailleurs de textes médicaux, on construit en fait une assimilation entre les sentiments et une nature féminine. Et on a en quelque sorte poussé les choses très loin dans cette direction. Donc l'idée, c'est bien effectivement de dire que les tâches de care ne sont féminines que par construction, parce que les rapports de domination les ont construits à un moment ou un autre de cette manière-là. Mais ce n'est pas une fatalité et ce n'est surtout pas une histoire de nature féminine ou masculine. C'est pourquoi j'aime beaucoup justement Un monde vulnérable et je trouve que c'est un livre qui a beaucoup apporté à la question de l'éthique et de la politique du care, parce que justement il montre que de toute façon la question des tâches de soins et la manière dont on marginalise les tâches de soins, la manière dont on rémunère mal un certain nombre de professions de soins ou la manière dont on ne rémunère pas d'ailleurs ce qui peut se faire comme activité de soins dans l'espace privé, ça ne concerne pas seulement les femmes. Et de toute façon, ça ne concerne pas non plus toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont tout à fait les moyens d'externaliser ce qui relève des tâches de soins. Donc non seulement ça ne concerne pas toutes les femmes, mais ça ne concerne pas que les femmes. Ça concerne aussi un certain nombre de travailleurs pauvres, et on sait tous que quand on a par exemple des personnes, des parents âgés qui sont à domicile et que quelqu'un vient s'occuper d'eux en journée, c'est généralement quelqu'un qui vient de l'autre bout de la ville, qui gagne peu d'argent et qui est lui-même dans une situation de vulnérabilité. C'est ce qu'on appelle les chaînes de vulnérabilité. Donc, de toute façon, un certain nombre de soignants, en particulier quand on est du côté des tâches répétitives, ce qu'on appelle le sale care, si on traduit en français, on a bien cette référence aux travailleurs pauvres. Et puis aussi, on a bien sûr toute la présence des migrants, des populations fraîchement arrivées dans un certain nombre de pays et qui, eux aussi, sont finalement, on pourrait dire, dans un premier temps, assignés à ces tâches de soins mal rémunérées, mal reconnues. Donc on a bien derrière tout un système d'organisation du care qu'il faudrait pouvoir revoir justement. Mais alors dans quelle mesure est-ce que ce serait une bonne solution pour essayer d'apporter, disons, un remède ou oui, une solution à un constat que vous faites l'une et l'autre, et tous les penseurs du care, d'une société qui marginalise les plus précaires. Dans quelle mesure est-ce que le soin, même l'activité même de soin, ne reproduit pas cette binarité que vous pointez, Fabienne Brugère, que ce soit entre l'homme et la femme, ou entre les plus riches et les plus pauvres, entre les plus puissants et les plus faibles, puisque dans toute activité de soin, il y a un donnant et il y a un recevant. Il y a quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un d'autre et un autre qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc le rapport de force, il est là de toute façon. Bien sûr, il y a un rapport de force, mais ce n'est pas binaire forcément. Alors, comment résoudre, dépasser ça? Et Fabienne a dit quelque chose, je ne suis pas entièrement d'accord avec une chose.
ce n'est pas une question de... En fait, c'est se libérer des soins, bon, d'aller mieux, etc. C'est ce que j'appelle l'irresponsabilité de moi. Je ne veux pas perdre mon temps à m'occuper de quelqu'un. J'ai mieux à faire, j'ai plus important à faire. Je vais payer quelqu'un pour le faire à ma place. Et c'est-à-dire payer quelqu'un pour assumer ce qui est leur part de responsabilité. Mais par contre, je préfère le formuler ainsi. Il faut prendre tous ces gens. Bon, moi, j'ai autre chose à faire. Je suis trop occupée, trop riche j'ai mieux à faire. Je suis trop belle pour le faire. Je suis trop bien pour le faire. Et il faut trouver moyen de les impliquer dans le care. Et dans tous les pays du monde développé, lorsque les femmes ont commencé à travailler, elles ont embauché d'autres femmes pour s'occuper de leur famille, des enfants, du ménage. Et rarement est-ce qu'on dit aux hommes qui n'ont jamais fait ce travail. De toute façon, bon, allez, il faut que toi, maintenant, père de famille, que tu contribues. Et si on avait un meilleur partage, on pourrait se rendre compte qu'on pourrait le faire sans traiter des personnes, comme vous avez dit, faire travailler de manière marginalisée des personnes déjà vulnérables. Beaucoup d'immigrants sont des femmes et souvent se trouvent dans des situations où elles travaillent dans des familles et elles renvoient leur argent à la famille. Et depuis 2008-2010, on a vu un changement, mais c'est l'argent qui est envoyé à l'étranger, qui va vers le troisième monde. En fait, j'utilise le terme troisième, le tiers-monde, mais pour dire que le flux d'argent vers le tiers-monde, c'est essentiellement en provenance des femmes qui travaillent en tant que domestiques ou aidants dans des pays riches. Et donc, ces travailleurs qui s'occupent des enfants à Lyon ou dans le Minnesota renvoient l'argent qu'elles gagnent. Et c'est ça qui permet au tiers-monde c'est des miettes du care qui reviennent dans les familles encore plus pauvres dans le tiers-monde. Et ça, c'est une injustice sociale énorme. Et au cœur de tout cela, il y a une société où le care est tellement méprisé en tant qu'activité. Et donc, c'est une activité qui n'est pas valorisée. Et on ne veut pas réorganiser notre temps et notre vie pour mieux distribuer ce travail de care. Un rapport de force qui est peut-être perpétué par la pensée du care. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, justement? Est-ce que le danger, c'est que le soin, le rapport de soin maintienne ce rapport de force et donc maintienne une précarité? Est-ce qu'il y a un moment où le soin, puisqu'il ne peut jamais complètement aboutir, est-ce qu'il ne doit pas s'arrêter de lui-même pour ne pas perpétuer la précarité? Oui, j'ai commencé en disant que le care n'est pas binaire et il faut noter des choses importantes sur le care et le pouvoir. Premièrement, comme mon collègue norvégien, Kari Norvest, dit, il y a une différence entre le care nécessaire, le care que vous ne pouvez pas fournir vous-même, et le care personnel, le care que vous pouvez vous fournir vous-même, mais vous préférez ne pas le faire. On achète nos repas déjà préparés, on embauche quelqu'un pour faire son ménage, on pourrait le faire soi-même. D'autres personnes telles que les médecins sont nécessaires pour faire une intervention chirurgicale, mais si
si vous avez 3 ans, vous avez besoin de quelqu'un pour vous surveiller. Un enfant de 12 ans pourrait le faire. Celui qui fournit le care n'est pas forcément au même niveau d'expertise, toujours au même niveau, mais la personne qui a besoin du care a besoin de ce care qui est nécessaire. Et ça crée ce rapport de force. Et les personnes qui donnent le care ont plus de puissance que ceux qui ne reçoivent ce care. C'est vrai pour les personnes qui ont des handicaps, mentaux. Souvent, les dispensateurs de soins ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent même nuire à leurs personnes. Parfois, les parents même peuvent faire du mal à leurs enfants et on aimerait croire que cela ne pourrait jamais arriver. Voici une partie de la relation ou du rapport de force, mais la deuxième partie concerne les autres services. Si vous considérez que c'est plus important que vous ayez au travail, mais que votre maison a besoin d'être nettoyée et vous embauchez quelqu'un pour faire le ménage, ces boulots sont très mal payés, ces boulots sont mal considérés dans la société. Souvent, c'est dans l'économie informelle. Et si vous décidez d'embaucher ce type de personne, vous êtes dans une position de puissance. Nettoyez ma maison, ne me parlez pas, ne vous impliquez pas dans nos affaires intimes. Et si vous vous lassez de cette personne, vous les mettez à la porte. Et donc, la puissance, le pouvoir se trouve dans les mains de la personne qui embauche. Comme Fabienne a dit, les personnes qui ont des situations plus confortables peuvent payer un plus grand nombre de services personnels. Et cela veut dire que le care nécessaire concernant les prodicateurs des soins eux-mêmes n'est pas donné. Donc, on donne un soin très poussé aux riches et ceux qui prodiguent ces soins souvent n'ont pas les moyens pour avoir de bons soins eux-mêmes. Il ne faut pas uniquement voir cela comme une question de justice. C'est trop simple. Le problème, quand on marchandise les choses, quand on donne une valeur économique aux choses, c'est problématique. Il faut reconnaître que le care implique des relations. Et il n'y a aucun enfant qui est élevé par une seule personne. Il n'y a aucun patient qui est soigné par une seule personne. On travaille toujours en équipe. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent s'impliquer. Il y a des mères, pères, grands-pères, grand-mères, tantes et oncles qui s'impliquent dans la vie des enfants. Et alors, les modèles qu'on a utilisés au début, lorsqu'on parle uniquement de l'enfant et de la mère, comme si c'était tout ce qui était impliqué est faux. Ce modèle est faux. Et lorsqu'on prend en compte cette vision élargie, ça devient plus compliqué. C'est plus facile de réfléchir en termes économiques. On peut dire cette personne a un budget de temps pour le care et cette autre personne a un budget moindre. Mais ce n'est pas une vision réaliste de ce qui se passe dans les relations de care. La situation est bien plus complexe et doit prendre en compte les différents types de care, les différentes relations. Et il faut décider quelles relations nous voulons honorer, nous voulons construire dans une société démocratique et quelles relations sont nuisibles et doivent être contrôlées. Il est plus facile de réfléchir en termes économiques ou politiques ou de justice, et c'est vrai, puisque les problèmes sont plus flagrants, mais il reste un problème qui me semble le problème central dans la pensée du care, qui est le problème moral. Comment fait-on pour... est-ce que du coup le care doit postuler de la part de tous les individus, riches ou pas, cette volonté, cette nécessité de porter attention à autrui? Il y a une dimension extrêmement morale, voire moralisante. On érige comme une valeur centrale le fait de s'occuper des autres. Mais tout le monde déjà n'a pas l'aptitude à le faire et puis ni forcément l'envie, vous voyez. De toute façon, il y a plusieurs niveaux de réponse à donner. Tout d'abord, le refus de soins
c'est quelque chose de tout à fait normal. Je veux dire, ça appartient à la liberté de la personne. Et donc, quand on est dans un rapport soignant-soigné, le refus de soins, c'est quelque chose qui est vraiment pensé de toute façon par tous ceux qui s'intéressent à la question du soin. C'est le premier point. C'est bien une forme de la liberté. Certes, une forme qu'on peut penser dans certaines situations assez extrêmes de la liberté, mais bien évidemment, ça fait partie d'une définition, je dirais, démocratique du soin. C'est-à-dire, justement, l'idée de considérer l'autre, non pas comme étant le même que soi, mais comme étant précisément un autre, c'est-à-dire celui qui déploie aussi son propre récit sur la vie, celui qui a sa propre vision du monde, et donc soigner, c'est précisément se déplacer, c'est précisément être capable d'avoir accès à l'altérité. Et avoir accès à l'altérité, c'est bien précisément accepter la différence de l'autre. Et accepter la différence de l'autre, ça peut tout à fait être accepter son refus de soins. Donc, en ce sens, pour moi, le care ne doit pas être, en tout cas, ce qui s'entend par éthique du care, par le courant de l'éthique du care, c'est pas du tout quelque chose de moralisateur, parce que finalement, être du côté de la morale ou être du côté de la moralisation, c'est justement dire, il faut à tout prix que tu te soignes, tu dois te soigner de cette manière-là. C'est donc donner un certain nombre de règles, de normes et de prescriptions. Or, précisément, c'est pas du tout ce que promeut l'éthique du care. Ce que promeut l'éthique du care, c'est quand même une capacité à accompagner en se déplaçant précisément vers ce que peut l'autre. Et de ce point de vue-là, il y a une proximité entre l'éthique du care et ce qu'on pourrait appeler la question des capabilités et la question des capacités, c'est-à-dire précisément que peut cette personne ? Quelles sont les manières d'être et les manières d'agir qui sont à sa portée ? Et comment, du coup, je me rapporte à ces manières d'être et d'agir. Et de ce point de vue-là, moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est L'homme ralenti de Coetzee. Parce que L'homme ralenti de Coetzee, c'est donc l'histoire d'un monsieur de 60 ans qui a un accident de vélo et qui se retrouve finalement au bout du compte avec une jambe en moins et donc avec une auxiliaire de soins à ses côtés. Et au début, il refuse un certain nombre d'auxiliaires de soins parce que précisément, elle lui parle toujours comme on parle à un handicapé ou à un malade, c'est-à-dire soit en l'infantilisant. C'est l'histoire du film Intouchable, hein, c'est la même chose. Oui, mais c'est quand même un peu mieux, L'homme ralenti de Coetzee. soit en l'infantilisant, et ça s'appelle du paternalisme ou du maternalisme. D'ailleurs, à mon avis, les deux se rejoignent là-dessus. Soit elle lui parle avec un savoir très technique, très médical, et en fait arrive après une autre personne qui, elle, est là, en quelque sorte, pour croiser finalement la vie de son malade, de la même manière que lui va croiser sa vie, et que le rapport qui, au départ, est un rapport très asymétrique, va justement se rééquilibrer dans le sens aussi d'un dialogue, d'une conversation, et donc d'une définition beaucoup plus démocratique, justement, du care. C'est-à-dire que, bien évidemment, il peut y avoir de la violence, mais il y a de la violence dans beaucoup de relations en société, c'est-à-dire il n'y a pas de la violence et des rapports de domination que dans le care. Il y en a dans un beau nombre de relations, parce qu'il y a la société, elle est faite de statuts, de hiérarchies, et donc il y a peu de relations qui échappent à la domination. Peut-être l'amour, comme le disait Bourdieu, mais finalement, elles sont assez peu nombreuses. Donc après, ce qu'il s'agit bien de faire, c'est penser plutôt qu'une morale, une éthique du care. Parce que l'éthique, ça veut toujours dire le contexte. Et ça suppose donc toujours ce qu'on pourrait appeler un tournant particulariste de la morale, en fait. Avant de donner la parole à la salle, John Tronto, peut-être sur cette question, disons, du care comme étant une éthique, certes, mais qui pourrait être normative. Peut-on forcer quelqu'un à s'occuper de quelqu'un d'autre, ou jusqu'où le care peut-il respecter le choix de chacun de ne pas s'occuper des autres, tout simplement? Ça peut être pour des très bonnes raisons, d'ailleurs, hein. Bien sûr, il faut respecter les décisions de tout et chacun. Mais j'ai une description un petit peu différente de l'éthique du care. On ne naît pas autonome et rationnel. On est
des enfants qui ont besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de devenir autonomes. Et ce processus humain de la croissance, de devenir quelqu'un, pose des questions éthiques tous les jours, des questions d'égalité, de justice, de respect, de ce à quoi on fait attention et ce qu'on ignore, ce qu'on peut ignorer et ce qu'on ne peut pas ignorer. Et toutes ces questions sont des questions morales, mais également ce sont des questions politiques. Et c'est essentiellement politique que ces questions soient certaines questions soient importantes et certaines non. Et tout cela contribue à notre vision de l'éthique du care. Est-ce qu'on peut forcer les personnes à avoir ce sentiment de care? On peut les forcer de prodiguer ces soins, mais on ne peut pas les forcer à être plus responsables et plus attentifs. Mais je suis optimiste et je pense que si les personnes vivent dans des situations où les conditions de prendre soin des autres, de faire attention à leurs besoins, de parler avec respect, fait partie des standards de traitement. C'est ce que les enfants vont apprendre. Et il me semble qu'il est possible de changer une société pour être sûr qu'on aille dans cette direction. Linda Brown a dit que John Stuart Mill indique que nous vivons pour la liberté, mais Mill dit également, et cela m'arrête toujours, concernant la situation des femmes, vivre avec les autres en tant qu'être égaux est vraiment le plaisir ultime des êtres humains. Et on connaît ce plaisir dans notre vie intime, mais il faut l'élargir et il faut le considérer comme une valeur politique. Cela est important. Et dans mon nouveau livre, je dis qu'il y a une cinquième étape du care, et c'est la solidarité. C'est l'étape dans laquelle, ayant reçu des soins, ayant donné des soins, ayant traversé ce cycle de care, on peut arrêter d'avoir peur qu'on ne sera pas soigné et qu'il faut investir dans soi-même comme la seule option. Si on peut être solidaire, on peut se faire confiance et on peut approcher une société dans laquelle tout le monde est soigné. Donc, aux États-Unis, en tout cas, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira en France, mais en tout cas, on pourra le lire en anglais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle dès à présent, ou est-ce qu'on continue le temps qu'il y ait le temps qu'il y ait des mains qui se lèvent? Oui, on ne vous entend pas. Oui, mais... Vas-y. Bon, je voudrais juste poser une petite question. Je crois ne pas avoir tout à fait compris pourquoi la politique et l'éthique du care ont une nécessité d'être reliées à des régimes de démocratie. Parce qu'il me semble que si nous regardons d'autres types de sociétés non démocratiques, des sociétés, je ne sais pas, africaines, indiennes, ou même il y a des castes, on s'aperçoit qu'il y a quasiment le stade final que John Tronto indiquait, c'est-à-dire la solidarité. Donc il me semble que ce n'est pas une condition nécessaire, ou est-ce que c'est une condition nécessaire, la démocratisation? Ou la démocratie plutôt. Qui veut répondre? John Tronto. Oui, c'est un type de solidarité, mais je ne pense pas que le care a seulement lieu dans les sociétés démocratiques, mais il me semble que dans les sociétés démocratiques, si nous prenons les valeurs de la démocratie sérieusement, il faut soigner de manière démocratique et pas de manière non démocratique. Les systèmes de caste, de race, d'échelle sociale, d'esclavage, de sexe, de genre sont incompatibles avec l'inclusion qui est nécessaire dans la démocratie. Cela rend la démocratie difficile, mais cela nous montre les objectifs de la démocratie. Est-ce que je réponds à votre question? Il y a quand même un certain nombre de régimes
où les pratiques de care sont quasiment rendues impossibles. Dès qu'on est dans une dictature, en tout cas la possibilité de chaîne de care devient quand même quelque chose de quasiment impossible. Il y a toujours un moment où elle est rompue, en quelque sorte. Et je pense en particulier à ce film qui a été beaucoup vu en France, La Séparation, ce film iranien, où précisément ce qui est bien montré au bout du compte, c'est que à partir d'une histoire très simple, finalement un couple, un homme, une femme, leur fille, et puis aussi le père du mari. Et ce qui est bien montré dans ce film, c'est que certes, il peut y avoir des moments de care, mais ces moments de care sont toujours rompus. Ils sont toujours rompus parce que tout simplement finit toujours par surgir la sphère de la violence de la société, et donc ça finit toujours par interrompre la relation de care. Et par exemple, au début du film, c'est précisément dans le couple la femme qui s'occupe justement de la maladie du père de son mari. Et puis, c'est quand même dans des conditions très compliquées, parce que se joue quand même là-dedans, dans le rapport entre le père de son mari et elle, quand même des rapports de homme-femme et aussi d'âge qui sont un peu compliqués. Il y a le moment où elle en a marre, et précisément où elle décide d'arrêter de s'occuper du père de son mari. On peut imaginer que dans une société où il y aurait vraiment des expériences démocratiques, ce genre de relation serait peut-être un peu plus facile et pourrait plus durer dans le temps. Et après, en plus, quand ils font appel justement à une autre femme qui vient pour soigner le père du mari, ça devient encore beaucoup plus compliqué, parce que cette dame, elle habite à l'autre bout de la ville, qu'elle est vraiment dans une famille où c'est quand même aussi très compliqué d'aller travailler. Enfin, il y a toujours des ruptures, je dirais, de care. Et il y a des situations, mais elles ne peuvent pas s'enchaîner les unes aux autres. Il y a toujours un moment où la violence ressurgit. Même si, en l'occurrence, ça aurait pu être le cas, même si dans une démocratie. Là, c'est vrai que le contexte démocratique ou non ne change pas grand-chose à la situation. Oui, mais les relations hommes-femmes ne seraient pas les mêmes. Et c'est surtout que quand elle essaie, elle, de divorcer de son mari, forcément, c'est quasiment impossible. Donc, elle est quand même dans une situation sans solution. Il y a 2 questions anglophones, toutes les 2. J'aimerais poser la question. Vous avez parlé de ce rapport de pouvoir dans le care. Donc, Hegel, dans ce qu'on apprend chez Hegel, donc les pouvoirs qui sont engendrés par ce rapport de force, en fait, ce ne sont pas forcément ce qu'on imagine quand on regarde de plus près. Et celui qui a besoin de soins de la part de sa servante, par exemple, est très dépendant, en fait. Et la relation peut être très complexe, la subordination n'est pas évident, le privilège est difficile à identifier. Et Shakespeare, d'ailleurs, parle souvent, on voit la prostituée, la servante et autres, a beaucoup de pouvoir, souvent. Et les enfants, même s'ils peuvent subir, sont techniquement peuvent vivre des abus, mais peuvent également exercer énormément de pouvoir sur les adultes. Ma question, en fait, c'est si, on fait cette division, est-ce que vous pouvez complexifier peut-être ce rapport de force? Je ne suis pas sûre que j'ai vraiment posé une question là, mais bon. Écoutez la traduction de l'anglais à l'anglais.
Bon, non, ce n'est pas, rien n'est absolu. Ce sont des catégories qui peuvent nous permettre de commencer notre réflexion, mais vous avez tout à fait raison. Dans n'importe quelle relation de care, le pouvoir, il y a un donnant-donnant, il y a un flux de pouvoir et la relation est plus complexe qu'on ne voit à la surface. Et ce n'est pas uniquement un parent, un enfant, où il y a tout un tissu de relations autour. Hein. Et donc, il est difficile d'identifier exactement le rapport de force. Où est le pouvoir? Mais bon, je pense qu'on peut commencer par des exemples simples pour montrer que ce n'est pas forcément celui qui prodigue les soins qui est en position de pouvoir. Quand je parle de care, la première image qui vient à l'esprit de beaucoup de gens, c'est la personne qui va s'occuper de quelqu'un qui en a besoin, plutôt que de s'imaginer comme le receveur de soins, par exemple quand ils étaient bébés, quand ils étaient malades ou quand c'est tous les jours où ils ont des besoins et dépendent des autres. Donc, il faudrait idéalement, toutes ces complexités, toute cette pluralité, c'est ça la vie humaine, mais on a tendance à être un peu réducteur en le décrivant. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, j'ai une petite confusion dans mon esprit. Je suis encore d'accord avec ce que je viens d'entendre. Et Wendy nous a dit tout à l'heure, quand elle a parlé de néolibéralisme et les termites dans la maison, dans les fondations de la maison, les termites qui ont envahi toutes nos structures sociales, institutionnelles, etc. Et cela impliquerait que la capacité de soigner pour le care est en perdition dans nos sociétés. Et Fabienne l'a dit aussi, je pense. Mais également, je comprends bien ce que vous dites. Comment est-ce que vous pouvez toutes les deux avoir raison sur cette question? La question de solidarité en particulier, notamment quelque chose comme la solidarité. Est-ce qu'on peut l'imaginer dans des sociétés où il y a de moins en moins d'attention à l'autre? Il faut une grammaire morale. Et est-ce qu'on le retrouve dans la pratique? Mais si ces pratiques sont réduites, tout est tourné autour du soin de soi-même et jamais porté vers l'autre, alors comment est-ce que la solidarité est possible dans ces sociétés-là? Alors, la question oui, c'est bien, vous avez bien mis le doigt sur la question et on va espérer apporter une réponse. Je ne dis pas que j'ai forcément la bonne réponse, c'est certainement pas la seule. Tout d'abord, si on commence à parler de la solidarité, c'est quelque chose qui a tendance à disparaître lorsque nous sommes de plus en plus enfoncés dans des relations néolibérales. Donc, en vérité, lorsque les gens ont eu une expérience ou vécu un moment de solidarité, de vrai amour ou de générosité, c'est quelque chose où c'est une opportunité pour dire là, c'est le point de départ. La société doit être construite là-dessus. Et si on regarde les travaux de Juliette Shore, économiste, a posé des questions sur la consommation. Pourquoi vous travaillez tant? Pour acheter plus de choses pour ma famille. Pour acheter plus pour ma famille, c'est la réponse.
Et donc, c'est une sorte de maladie, acheter plus de choses, parce que vous avez une certaine culpabilité de ne pas être plus avec la famille, donc vous voulez pouvoir acheter des choses pour remplacer votre absence. Et donc, il va falloir pouvoir persuader les gens de repenser leur relation avec leur famille et puis les gens en dehors de la famille. Donc, mais d'un autre côté, il y a un côté de peur. Il y a la peur, la précarité dans les vies néolibérales, avec le chômage, avec seulement 60% des diplômés aux États-Unis trouvent un travail à la sortie de la fac, c'est-à-dire 40% de chômage parmi des diplômés de fac. Comment construire de la solidarité, même en classe, quand tout le monde se regarde en classe pour savoir est-ce que moi je vais faire partie des 60% avec un boulot ou des 40% sans boulot à la sortie. Donc il faudrait peut-être une loi pour dire que la semaine de travail, c'est de 20 heures, sauf dans des conditions très particulières. Et ça créerait 2 fois plus d'emplois, n'est-ce pas? Et tout le monde, et on peut élever le salaire minimum et redistribuer les richesses. Mais quand je dis ça, bon, ça sonne un peu radical, mais pour moi, c'est un exemple assez clair de comment le refaire. Et Wendy a dit tout à l'heure, quelque chose qui est attaqué de toutes parts, un droit qui est attaqué sous le néolibéralisme, c'est les droits des ouvriers, des travailleurs de s'organiser. Et ce n'est pas par accident, cela fait partie de la logique néolibérale. Et donc, je pense que si on commence à penser de manière créative, comment éliminer cette peur, cette précarité, on verra plus de solidarité. Si c'était ça l'objectif, on pourrait trouver moyen d'y parvenir. C'est bien évidemment une question qui est essentielle sur cette question du care. Et bien évidemment, la question, c'est comment on fait pour redéployer la solidarité à une époque de néolibéralisme. Eh bien, je dirais qu'il y a d'abord une histoire, en tout cas pour nous, en tant qu'intellectuels, il y a d'abord une histoire de discours. Finalement, on peut dire que d'une certaine manière, une certaine droite financiarisée a bien trouvé une rationalité, a bien trouvé un discours qui arrive à englober toutes les sphères du réel, effectivement, dans quelque chose d'unitaire. Il faudrait que la gauche, aujourd'hui, arrive à recréer du discours et qu'elle arrive déjà à son époque, avec un diagnostic du présent, à recréer un discours autour des questions de solidarité. Or, pour l'instant, c'est la grande dispersion. Par exemple, si on prend en France la notion de travail social, et les travailleurs sociaux sont très intéressés par la pensée du care. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on découvre dans le travail social en France? On découvre une multitude de manières de le concevoir et une multitude de manières de le faire. Il y a d'un côté des logiques de gestion, il y a d'un autre côté des logiques, on pourrait appeler de projet, et puis il y a des logiques globalement d'écoute. Et tout ça est entremêlé sans correspondre du tout au même type de rationalité. De la même manière, dans le fonctionnement du travail social, il y a à la fois des politiques publiques qui remontent à l'État, il y a un très grand rôle des conseils généraux, il y a aussi des associations. Bref, là aussi, c'est la grande dispersion. Et c'est très compliqué de vraiment voir ce qui peut vraiment se passer dans ce domaine. Et les travailleurs sociaux eux-mêmes sont quand même assez perdus et du coup assez invisibilisés parce que précisément on n'arrive pas à dégager un récit du travail social. Et donc je crois que bien évidemment on n'a pas nous le pouvoir de transformer la réalité, mais en tout cas on a le devoir de recréer un récit social. Et je crois que l'éthique du care, ça ne dit pas tout du social, mais ça peut permettre de commencer à donner une direction à la possibilité d'un récit social en repartant en plus de la question des pratiques et de ce que l'on peut faire à partir des pratiques et de la cohérence des pratiques. Est-ce qu'il y a une ou des dernières questions? Oui.
allumez votre micro, peut-être, pour qu'on puisse vous entendre. Je me demande, enfin je suis presque sûre finalement, que la première marche de ce grand escalier, c'est quand même de faire le point en soi-même de notre qualité, de disponibilité, de capacité d'écoute, un état des lieux déjà personnel. Et il me semble qu'on ne peut pas aider les autres sans avoir compris qu'on est très distrait par tout le matériel, qu'on ne sait pas calmer ses appréhensions sans avoir recours à des médicaments, qu'on pourrait vivre vers une harmonie et une capacité d'aide déjà en se formant par une observation de soi-même et une hygiène de vie déjà. C'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, c'est ça? Et là, c'est individuel, c'est pas pour les professionnels. Hein, je parle déjà, mais c'est la base. Ce qu'on pourrait répondre là-dessus, c'est que Carol Gilligan, dans une voix différente, avait un petit peu essayé de répondre à la question que vous posez en disant finalement qu'une éthique, si on traduit du prendre soin, c'est du côté d'un équilibre précisément entre soi et les autres. Et qu'il s'agit précisément de trouver la bonne distance. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne se construit jamais totalement en soi. Je veux dire, le soi, c'est toujours un soi en relation. Oui. Ne serait-ce que lorsque vous naissez, et ça, un certain nombre de philosophes l'ont repris dernièrement, comme par exemple justement Judith Butler, il y a toute cette question de l'attachement avec ce qu'il peut aussi avoir de violent lorsque l'attachement ne se fait pas, la dépendance, la suggestion, oui. Dans le fait. Et donc, vous naissez déjà dans le rapport aux autres. Et on est constamment soumis au rapport aux autres. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fabrique pas quelque chose, bien évidemment, qu'on ne résiste pas, mais ce qui veut dire que le soi ne se pense jamais de manière autarcique. Et que donc, la question, c'est bien celle de moi et les autres. Et comment, j'ai du mal à voir comment on pourrait penser le soi de manière totalement indépendante, si vous voulez, et fermée. C'est bien toujours une histoire d'équilibre. On peut déjà se sentir si on est bien ou mal, indépendamment des autres. Dans la nature, les orientaux le font. Peut-être, John Tronto, sur cette question, est-ce qu'il faut d'abord... Est-ce qu'une des conditions pour prendre soin des autres est de prendre soin de soi? Je crois que ça va dans le sens de ce que vous dites. Oui. Well, yes and no. Oui et non, c'est la réponse, c'est effectivement bon. Et c'est vrai qu'il faut être suffisamment en forme, je pense, pour aider les autres, il est vrai, mais d'un autre côté, bon, c'est les deux choses. Il faut à la fois comprendre vos propres capacités, mais également faire le travail de s'occuper d'un autre. J'avais entendu une définition d'un professionnel. C'est quelqu'un qui va au travail, fait ce qu'il a à faire, même quand il n'a pas envie. J'aimais bien cette définition. Et quelqu'un qui prodigue des soins, c'est quelqu'un qui le fait même quand ils n'ont pas envie, parce qu'il y a un besoin. Il faut répondre à ce besoin, ils reconnaissent ce besoin. Mais on passe beaucoup de temps, et c'est passer trop de temps à apporter soin aux autres. Bon, on parle de burn-out, c'est la lassitude chez ceux qui, les aidants et autres, qui ont dû allouer trop de temps. Bon, il n'y a pas de... Mais ça fait partie du cycle, les différents types de soins qu'on doit apporter aux autres. On n'en parle pas assez de ces différents types de soins. Ça marche? Oui.
En fait, moi, je voulais savoir si, pour Madame Tronto, il fallait absolument intégrer cette notion de temps, parce que dans ce qu'elle disait tout à l'heure, travailler 20 heures pour avoir le temps de s'occuper de ses enfants. Autant j'adhère beaucoup à tout ce que j'ai entendu cet après-midi, mais ça, pas du tout. Parce que, par exemple, pour la profession que j'exerce, je pense qu'en 20 heures par semaine, il y a une rupture dans la continuité des soins que moi, j'assure auprès de mes patients. Et aussi dans le fait que j'ai l'impression de m'occuper quand même très bien de ma famille, même si je suis absente beaucoup, parce qu'il y a aussi une qualité de présence. Ça ne suffit pas d'être présent physiquement, c'est aussi une qualité de présence, une qualité d'échange avec ses enfants, une richesse aussi de l'échange qu'on a avec son conjoint ou avec ses enfants. Et je crois que le travail, le bien-être au travail, ça peut aussi être un vecteur de bien-être en famille et d'une bonne prise en soin. Enfin, la présence, c'est pas que la présence physique. C'est aussi la présence intellectuelle, c'est autre chose, quoi. C'est pas juste la présence physique. Donc je voulais savoir pourquoi dans ce modèle, il fallait absolument être plus à la maison et effectuer ce partage-là du travail. Et est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour des tâches où il y a de grosses responsabilités et où il y a une nécessité de continuité quelque part? Parce que, enfin voilà, moi je suis anesthésiste, je ne peux pas partir au bout de 5 heures parce qu'il faut que je rentre voir ma famille, sinon mon patient il en pâtit nécessairement, parce qu'il y a une transmission de l'information dans laquelle il y aura une déperdition de l'information à chaque fois. Et plus on multiplie les équipes qui prennent en charge, moins la prise en charge est bonne. Donc il y a aussi ça. Voilà. Donc je sais pas... Oui, c'était une excellente question et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit au début, mais à la fin, parce que oui, ça complique beaucoup de choses, effectivement. Mais j'avais dit qu'il y aurait des exceptions à la semaine de 20 heures. Il y a 2 exceptions. Le care et l'artisanat, donc c'est-à-dire les personnes qui prodiguent des soins qui doivent organiser d'une certaine manière, il peut y avoir une exception, comme vous l'avez bien décrite. Et l'autre exception, c'est dans un travail qui demande énormément de formation ou une compétence, des talents très particuliers, que ça soit, bon, ça peut être un travailleur du bois, tout comme ça peut être un médecin, mais j'appelle ça craft, oui. Ce n'est pas l'artisanat dans le sens français, mais bon, qui ont une compétence, un talent tout particulier, qui ne peuvent pas travailler le 20 heures par semaine. Mais il y a beaucoup de postes, beaucoup de travail où on pourrait passer moins de temps et se porter mieux d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que les gens feraient de leur temps du moment? Est-ce que les gens n'ont pas assez de temps avec leur famille? Ça dépend énormément de votre conception d'élever un enfant, par exemple. Et si vous pouvez bien élever l'enfant, si vous pouvez contribuer à son développement émotionnel et intellectuel, oui, vous pouvez peut-être y parvenir avec et laisser d'autres s'occuper parce que vous ne pouvez pas lui apprendre à jouer du piano, par exemple, ou jouer au tennis. Et donc, vous confiez cette tâche-là à d'autres personnes plus expertes que vous. Mais il y a d'autres manières de penser le fait d'élever un enfant. Oui, mais on peut aussi penser, et c'est un peu ce que disait Madame Brugière, à valoriser auprès de son enfant l'intervention des autres et considérer ça comme quelque chose de juste plus riche pour son enfant. On s'aide tous. La personne qui s'occupe de mon enfant, j'ai énormément de respect pour elle. Je ne pourrais pas travailler si elle n'était pas là. Et elle est garante aussi du bien-être de mon enfant. Et peut-être, c'est aussi un partage des tâches qui est différent de celui que vous évoquiez, mais c'est aussi un partage. Ce qu'on pourrait dire peut-être là-dessus, c'est que c'est toute la question des chaînes, effectivement, de care. Et que la question des chaînes de care, heureusement d'ailleurs, elle ne fait pas uniquement intervenir le rapport des parents aux enfants, voire le rapport de la mère à son enfant, mais elle fait intervenir d'autres types de personnes, et bien heureusement. Et là, ça renvoie peut-être à des modèles de société, justement, qui ne sont pas forcément au départ les nôtres. Mais la question, après, c'est de savoir comment se fait le care. Et est-ce que la personne qui va s'occuper de mon enfant, elle est bien rémunérée? Est-ce qu'elle est bien dans son emploi? Et du coup, moi, je trouve que tout ce que vous avez dit renvoie à la question de
qu'est-ce que c'est que prendre soin du travail? Et il me semble que, bien évidemment, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas du tout de cette manière-là qu'il faut comprendre la façon dont John et moi nous comprenons le care. Il ne s'agit pas du tout d'envisager le retour des femmes à la maison. Et justement, il s'agit bien de critiquer, au contraire, plutôt parfois le temps partiel imposé, etc. Justement, il s'agit plutôt de dire, quand on est, par exemple, dans une optique comme la vôtre, de continuité au travail, et donc d'un certain nombre d'heures passées au travail, eh bien, il faut du bien-être au travail. C'est-à-dire, il faut que le travail, justement, puisse se passer dans de bonnes conditions. Donc, il faut que la coopération puisse se passer d'une bonne manière entre les personnes qui travaillent. Il faut qu'on soit soucieux des accidents du travail et qu'on essaie de voir comment les maladies professionnelles, il peut précisément y en avoir moins. Il faut qu'on soit soucieux de la souffrance au travail. Donc, en fait, la question du care, elle peut tout à fait être pensée dans le cadre du travail, précisément, à condition d'intégrer un terme qui peut-être en français n'est pas beaucoup apprécié, mais ce n'est pas un hasard, la notion de bien-être, justement. Et donc, qu'est-ce que c'est que le bien-être au travail et comment développe-t-on le bien-être au travail? Parce que, effectivement, comme vous le dites, c'est toute la question de la communication des systèmes de vie. Si on est bien au travail, eh bien, même si on y est beaucoup d'heures, on a toutes les chances d'être bien dans sa vie familiale. En revanche, si on est mal au travail, que l'on y passe 5 heures ou que l'on y passe 10 heures, toujours communication des systèmes de vie, eh bien, on a tous les risques d'arriver chez soi, précisément, en redéployant ce mal-être. Donc, c'est toute la question du bien-être. Je suis obligée de vous interrompre, il est déjà 18h. Je vous renvoie à la lecture des ouvrages de Fabienne Brugère et de John Tronto pour continuer cette discussion. Donc, ils sont en vente à la sortie. Le risque ou le care. John Tronto, c'est un ouvrage inédit en anglais qu'on trouve en PUF en France, ainsi que au PUF, pardon, Un monde vulnérable. Et Fabienne Brugère, donc, on trouve ici L'éthique du care et aussi Le sexe de la sollicitude au seuil. Voilà. Merci à tous d'être venus assister à ce débat aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo.